Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un athlète breton qui performe dans toutes les disciplines de la course à pied, que ce soit à plat, sur les crosses l'hiver, en trail, sur les formats courts jusqu'aux 80 km. Tu as même très bien performé en kilomètre vertical avec au passage un titre de champion de France en 2021, Yves Eloury. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Eh ben je t'en prie, tout le plaisir est pour moi. Alors Yves, cet épisode il est un tout petit peu particulier aujourd'hui, il n'est pas comme les autres car c'est le premier épisode déjà que j'enregistre en physique et pas sur Zoom derrière mon ordi. Et pour ça, on a la chance d'être accueillis chez un de tes sponsors, qui est, on peut le dire, le plus beau magasin de trail et de matériel outdoor des Côtes d'Armor, voire même de Bretagne, peut-être même de la France, qui sait. Donc je parle évidemment du magasin S5 Concept, qui a ouvert ses portes cet été. Il est situé dans la zone commerciale de Langueux, juste à côté de Saint-Brieuc. Donc voilà, un grand merci à Guillaume et Séverine qui sont juste là, les boss de S5 Concept, de nous accueillir dans leur magasin flambant neuf. À la vidéo, pour ceux qui regarderont sur YouTube, on peut voir le fond du magasin et Guillaume et Séverine en train de bosser juste derrière nous. Alors Yves, ça fait quelques années déjà que je suis tes résultats. Je suis bien excité à l'idée d'en savoir un peu plus sur l'évolution que tu as eue dans le sport et dans ce sport. Et naturellement, on va parler de ta carrière d'athlète, également de ton rôle en tant qu'entraîneur. Ça, on le sait un petit peu moins, mais tu es aussi coach certifié FFA. Ouais. Et on rentrera évidemment dans le sujet de la préparation mentale avec justement ta vision et ton expérience en tant qu'athlète. Et aussi, c'est intéressant en tant qu'entraîneur, ce que tu penses de tout ça. Donc voilà. Danse, est-ce que ça te va comme programme ? Carrément, ça va être cool. Allez, c'est parti. Donc je vais t'essayer de présenter. Dis-nous un petit peu d'où tu viens et comment tu en es venu à pratiquer le trail à haut niveau. Alors j'ai 26 ans, j'habite en Bretagne et plus particulièrement à Étapes-sur-Mer qui se situe en Côte d'Armor, donc juste à côté de la mer, du GR34. Donc ça c'est plutôt un environnement chouette pour grandir et maintenant pour vivre et pour s'entraîner, etc. J'ai fait beaucoup de foot en étant jeune, jusqu'à mes 15-16 ans, mais toujours en faisant du vélo et de la course à pied à côté. Parce que mon père courait un peu, faisait du vélo, mon grand frère aussi, donc j'ai toujours un peu suivi, j'ai toujours aimé ça, les sports d'endurance. Quand tu disais que tu faisais du foot, c'était à un bon niveau. Par contre, j'ai fait un peu de centre de formation à Guingamp, j'ai joué à Paimpol, donc des clubs du coin qui tournent pas trop mal. Après, j'ai jamais été très fort ou j'ai jamais eu l'idée, j'aurais jamais fait carrière. Mais c'est vrai que je pratiquais beaucoup et c'est vrai que même jeune, je m'entraînais déjà 4-5 fois semaine à 11 ou 12 ans quand j'étais en centre de formation, quoi. Okay. Et jusqu'à mes 15-16 ans, c'était ça, on s'entraînait 4-5 fois par semaine. Mais tu vois, quand tu es jeune, tu joues le samedi, le dimanche, j'allais déjà courir ou faire du vélo. Enfin, j'ai toujours eu ce goût du sport d'endurance à côté. Et le trail est rentré, j'ai fait les premiers trails vers 14-15 ans, ouais, où on faisait les trail du coin, style la course de l'ours, les trucs comme ça. Et d'année en année, j'aimais de plus en plus ça, au point qu'à un moment, je préférais presque aller sur le trail le dimanche plutôt que faire le match de foot le samedi. Et j'ai finalement basculé, en gros, peut-être première ou terminale, j'ai totalement arrêté le foot et je me suis mis plus qu'à courir et faire du trail et faire de la course, quoi. Donc voilà, et j'en suis arrivé là maintenant à 26 ans. C'est vrai qu'il y a toujours un moment où charnière, là je vois, moi j'ai des enfants beaucoup plus jeunes, mais ils font les deux, ils courent, ils font un peu d'athlétisme aussi et de foot. Et il y a un moment, mais dès 8-9 ans, où au foot on va demander pas mal d'entraînement, mercredi, samedi, match le dimanche. Et il y a la même chose, si on fait de l'athlé, il y a l'entraînement 2 fois par semaine et les crosses le dimanche. Ouais. Et c'est quand même pas mal, tu as pu joindre les deux quand même pendant assez longtemps, jusqu'à l'adolescence en tout cas. Ouais, j'avais failli même basculer plus jeune, parce que je faisais aussi ce qui était organisé par le Pays de Paimpol Athlétisme, plus ou moins ils aidaient à l'organisation, la ronde de Kériti. Okay. Et j'avais Luc Suran, qui est le président du PPA, qui était venu me voir 1 ou 2 fois après les courses. Il me disait ça se voit que tu aimes courir, tous les ans tu viens faire la ronde, tu devrais, en plus il connaissait plus ou moins la famille, tu devrais t'inscrire au club, venir courir avec les jeunes. Et moi je regardais à chaque fois, je disais ouais mais ça tombe en même temps que les jours de foot, je peux pas faire les deux. À un moment je vais pas courir à Paimpol, à Guingamp, à machin, faire les entraînements, je peux pas tout faire. Et les parents aussi derrière. Oui voilà. Et du coup, mais j'avais vraiment hésité un moment au point où je me suis dit est-ce que tu fais pas que de l'athlé parce que ça te fait aussi kiffer au moment où tu vois le foot devenait de moins en moins important, je jouais moins à haut niveau, etc. Et j'ai jamais passé le pas et c'est vrai que le foot est quand même resté longtemps dans ma vie, là où ça aurait pu peut-être à 12 ou 13 ans basculer, ou 14 ans plutôt basculer rapidement sur de l'athlé, mais c'est vrai que j'ai pas pris le pas. C'était moins à la mode aussi.
C'est vrai, il y a 10 ans. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Mais l'athlé, du coup, t'as vu que tu avais des capacités, parce que bon, on va y venir, naturellement, tu as des capacités, tu as un gros moteur, comme on dit, mais tu l'as vu tout de suite, genre quand tu as fait des UNSS ou peut-être des crosses de collège, ou c'était plus tard? Au foot, déjà, c'était tu sais, généralement, quand tu faisais la reprise de la saison, ils te faisaient toujours un peu courir. Ouais. Et on se faisait sur les premiers mois de préparation, donc quand tu reprenais mi-août jusqu'à début septembre, mi-septembre, un peu avant les premiers matchs, on faisait souvent soit des tests VMA, soit on faisait des 5 tours de terrain à fond, machin, et je voyais que j'étais toujours dans les premiers ou le deuxième. Quand j'allais faire les petites courses du coin avec les jeunes de mon âge, en fait, je me retrouvais à la ronde de critique qu'avec les jeunes qui faisaient de l'athlé, et je faisais toujours dans les premiers, alors que tous ceux autour de moi, ils faisaient de l'athlé, et moi, j'avais couru 3 fois dans l'été pour préparer la truc, quoi. Donc tu as senti qu'il y avait Du coup, je me disais, ouais, en tout cas, je prenais du plaisir, et je tournais pas trop mal, mais surtout, je prenais du plaisir à aller courir. Ok. Donc ça, c'était déjà important. Ouais. Cool. Donc du coup, tu te mets à l'athlé, à courir, on va dire, un peu plus sérieusement vers, comme tu nous as dit, après l'adolescence, et les courses locales. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé un petit peu ça a commencé un peu à grimper en résultat Bon, au début, c'était vraiment pour le plaisir. J'avais aucune... Si, je regardais ton résultat, tu regardais combien tu faisais en cadet, machin, mais je m'en fichais un peu. On allait courir avec des potes ou les parents de potes nous emmenaient faire les trails parce qu'ils le faisaient aussi. Enfin, on se prenait vraiment pas la tête. Après, je suis parti à l'université où pareil, je me prenais pas plus la tête que ça, mais c'est-à-dire que je faisais quand même du sport tous les jours, où j'allais courir, où j'allais faire du vélo ou quelque chose. Et donc forcément, en grandissant, tu progresses et c'est vers 19-20 ans où tu commences à être sur les podiums des courses locales ou des choses comme ça, où là, je me suis dit... quand même, en fait, sans trop faire quelque chose de sérieux, juste je vais courir ou faire du sport, mais sans m'entraîner, sans réellement, en tout cas, mettre un cadre d'entraînement. Je performe pas trop mal, donc tu te dis, je vais peut-être regarder ce que c'est de faire un vrai fractionné, des choses comme ça, quoi. Donc là, ça a commencé petit à petit, et puis j'ai rencontré Jonathan, enfin après, toute l'histoire se déroule. Ouais. Ok. Quand tu dis Jonathan, c'est Parisé? C'est Jonathan Parisé, ouais. Du coup, c'était 2020, début d'année Covid. 2019. En fait, du coup, j'ai fait mes études à Annecy, les études supérieures 2017, 2018, 2019. Et je suis rentré en septembre 2019. Et là, j'ai fait 3-4 courses du coin où j'avais pas mal tourné. Okay. Forcément, en plus, j'avais passé plus de 2 années à la montagne. Donc, j'avais eu un bon petit niveau, j'avais progressé. Et quand je reviens ici, personne ne me connaît et je fais les petites courses du coin qui a eu lieu récemment, le trail du Rodo. À l'époque, il y avait le trail à l'île de Bréa qui était organisé par les pompiers de Paimpol, donc qui était organisé par Jonathan. Et donc Jonathan apprend à me connaître comme ça, à savoir qui je suis. Alors je recadre juste, Jonathan Parisé, c'est un athlète local breton qui est très très fort. Ouais, je pense que c'est le plus gros palmarès quasiment du trail breton. En tout cas, sur les trails bretons avec 4 ou 5 plus les crosses en plus. Où il est très fort, plus des résultats nationaux. Il a gagné le TTN, là il a refait 3ème du challenge national cette année. C'est vrai qu'il s'est mis sur le challenge, j'avais vu début d'année dernière. Champion de France pompier de cross, enfin, il a vraiment un gros palmarès, Jonathan, et donc je le rencontre en 2020 après un Glazik qu'il avait couru aussi, et là il m'a dit, il était venu me voir à la fin en me disant moi si tu veux j'ai fait STAPS, j'ai mes diplômes d'entraîneur, si ça t'intéresse, ça me ferait plaisir d'aider un jeune comme toi, je vois qu'il y a du potentiel, je vois que tu aimes t'entraîner. Par contre il me l'a dit clairement, il est cash, Jonathan, là tu fais n'importe quoi. Et du coup en quelques mois il a recadré un peu tout, et ça a tout de suite marché du coup, quoi. Ok, et là, tu es en quelle année 2020, année Covid. Okay. Du coup, on se retrouve pendant 6 mois. En fait, début février, on commence. Et en mars, on est confiné. Mais bon, on pouvait toujours courir 1 heure et j'avais le home trainer à la maison. Donc, on a fait comme ça, on a un peu bricolé. Et du coup, fin 2020, quand les courses reprennent, ça a tout de suite marché, quoi. Parce que forcément, j'avais eu un cadre d'entraînement pendant 6 mois qui était déjà sérieux. J'avais fait des fractionnés, mais je faisais ça à l'arrache, et là j'avais vraiment un truc carré, et du coup ça a tout de suite bien fonctionné, quoi. Et effectivement, comme je te disais en intro, ça a tout de suite bien fonctionné. Là tu brilles, on va dire, sur le local, en disant les Côtes d'Armor, sur les courses un peu locales. Tu as cité le trail du Glazik qui est une belle course locale, hein. Je crois que maintenant il y a quasiment 5000 participants. Même au niveau régional, voire au niveau national, maintenant il y a quand même des bons coureurs. Il y a du monde, il y a quelques courses intéressantes, il y a Gare-les-Dents dans le coin aussi, tout ça. Et en 2021, tu es, on va dire, méconnu du grand public, clairement, plus ou moins, à part des connaisseurs, mais le grand public, tu n'es pas vraiment connu, et tu vas gagner les championnats de France de kilomètres vertical. Ouais. Alors, pour un Breton qui habite sur le GR34, tu viens de dire que tu avais fait des études... Et j'étais reparti à la montagne à ce moment-là. Alors, pour recadrer, 2020, du coup, je fais la fin de saison où je fais ma première manche du West Trail Tour, donc Brocéliande, que je gagne. J'avais fait 1 ou 2 courses à la montagne parce que j'étais parti en vacances, j'avais fait Megève, des choses comme ça.
Et j'ai eu la chance à cette époque d'être contacté par un premier sponsor qui du coup fait un peu accélérer tout. Où je me dis, est-ce que tu te laisses une chance et de faire des courses un peu plus... Moi, ce qui me motivait, c'était effectivement les courses en montagne. Et du coup, je suis reparti vivre à Annecy début 2021. Du coup, j'avais quand même 6 mois. J'avais refait 6 mois en montagne à ce moment-là où je fais les championnats de France en 2021. Et donc, j'avais quand même refait des courses en montagne. Je refaisais un peu plus de dénivelé et tout quand même. Mais bon, après, ça reste logique vu la performance, mais tu t'es pas un montagnard de naissance, quoi. Je veux dire, non, non. Ouais. Si tu cours sur des chemins vallonnés, le GR, c'est oui. pas plat, on n'est pas non plus dans le plat pays, mais nos côtes, elles font 40 mètres de D+, quoi. Ouais, 60, si on cherche, on peut. Moi, j'arrive à en trouver de 100 maintenant. Si tu cherches au légué, ouais. 100 au légué, il y en a une, c'est vrai. J'arrive à trouver. Mais voilà, c'est compliqué, le KV, tu l'avais testé avant, tu t'étais dit putain j'ai un truc à jouer là-dessus ou comment ça s'est passé? Non, de mémoire, on regarde dans l'hiver 2020-2021 un peu le calendrier de l'année prochaine, en sachant qu'il y avait toujours ces histoires, on repassait sur des confinements, les courses reprenaient, s'arrêtaient, et donc on regarde avec Jonathan ce qui allait avoir lieu. En gros, jusqu'à mai, on n'avait rien eu, et on regarde le calendrier un peu FFA, on regarde les championnats de France, et du coup, cette année-là, on s'était dit France de KV, France de course en montagne, France de trail. Je devais faire les 3. Parce que j'étais encore espoir, il devait me rester 1 ou 2 années en espoir, et on s'était dit ça peut être l'occasion d'aller chercher des médailles en espoir. Et du coup, voilà. Donc je fais le début de saison, je fais mon premier KV, j'en avais jamais fait au Marathon du Mont Blanc, sur le KV du Marathon du Mont Blanc, donc 9 jours avant le France de KV. Et 9 jours après, je fais le France de KV. Mais moi, je le savais pas, mais Jonathan avait déjà une idée en m'envoyant vers là, c'est qu'il savait que je grimpais bien. Il voyait sur des séances où on avait déjà fait des tests de VMAA, qu'on appelle ça, donc des tests de vitesse ascensionnelle, où il voyait que je grimpais fort. Et il se disait, faut qu'il essaye, quoi, parce qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, je fais mon 2e KV au France de KV, C'était beau. Et tu gagnes le championnat de France. Il y avait des noms connus, dont je crois qu'il y a Benoît Gandolfi sur le podium. Il y a Benoît, il y a Vincent Lousteau qui avait fait 2, il y a Damien Imbert qui est quand même connu. Il y a Louison Coiffet qui était là, qui doit faire 5. Ah, ok. Là, on enregistre, il vient de faire 2 au championnat du monde. Il y avait du bon niveau, je crois que c'est Louison qui fait 2 en espoir, de mémoire. On est tous les 2 sur le podium espoir, à cette époque-là. Donc ça, forcément, ça te met un peu de projecteur. Oui, j'avais fait un bon début de saison déjà sur des courses où, vu qu'il y avait peu de courses organisées, on est tous les des gros athlètes se retrouvaient sur les mêmes événements, style Swiss Canyon, des choses comme ça. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était sympa. Parce que dès qu'il y avait une inscription, une course qui validait la participation, tout le monde était dessus. Tout le monde allait dessus, quoi. Et du coup, j'avais déjà eu un petit peu des bons résultats sur des 20, 30, 40 km. Et le France de KV a refait passer un cap où là, les gens se sont un peu plus intéressés à moi. Donc là, ça te fait rentrer, on va dire, dans la partie élite de ce sport, sur le plan national en tout cas. Et aujourd'hui, maintenant on enregistre, on est en 2025. Il s'est passé 3 ans, tu avais signé avec un partenaire sur cette durée-là. Si tu veux, on peut en parler rapidement pour juste qu'on comprenne un petit peu. Je signe avec Odlo du coup début 2022. Après la grosse saison 2021 où j'avais enchaîné encore en fin de saison, j'avais des bons petits résultats et du coup ils étaient venus me contacter. C'était Emilien Bauchet qui était le manager du team à l'époque, qui reprenait la suite d'Adrien Séguret. Donc je suis resté 3 ans avec Odlo. Donc voilà, où ça s'est bien passé, c'était vraiment une chouette expérience avec un team où j'ai eu la chance de côtoyer. J'ai vraiment grandi dans l'équipe parce que j'ai côtoyé des mecs comme Benjamin Roubiol, champion du monde, vice-champion du monde, qui est devenu un très bon pote, Damien Imbert, qui, j'en parlais tout à l'heure, qui était sur le France de KV, qui est pas très connu en France, mais qui a un moteur énorme, qui a plus de 900 de code, qui a fait 2e du classement général des Skyrunning une année, où en fait il était là dans le team cette année-là, et tu côtoies des mecs comme ça, c'est génial, parce que j'étais un peu plus jeune, par exemple que Damien, j'avais le même âge que Ben, mais où en fait eux ont déjà plus d'expérience que moi au niveau, et du coup ils t'apprennent plein de choses. Ils te tirent vers le haut, quoi. Ouais, c'est trop cool. Tu t'apprenais avec eux. Ça c'est génial. Ok, et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais faire juste la petite transition, c'est qu'aujourd'hui, tu as été dans une team avec plusieurs athlètes, une team pas locale justement, une team au niveau français. Et aujourd'hui, en tout cas, c'était fin 2024, le contrat avec Odlo s'arrête et tu décides de revenir sur un sponsoring local.
Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant, justement. Je te laisse développer le pourquoi du comment et surtout, maintenant, comment tu t'y retrouves, justement, dans ce sponsoring local que tu es allé chercher, justement, toi. J'avais le choix en 2024, soit de continuer avec le team qui repassait avec un autre partenaire, soit ça, soit moi, à ce moment-là, je me suis posé des questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Où est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui me donne du sens et va me permettre de performer? Et le meilleur moyen que j'ai trouvé, en tout cas pour mon mode de fonctionnement à moi, c'était de repartir sur quelque chose de plus local avec des sponsors que je connais, avec moins de charge mentale, où c'est bête, mais je choisis mon matos, enfin plein de choses comme ça. En tout cas, c'était à ce moment-là de ma vie, c'est ça que j'avais besoin. Donc fin d'année dernière. Du coup, j'ai appelé à l'époque Regard Pluriel, donc Sébastien Olivier, qui est qui gère l'entreprise, qui me sponsorisait déjà, en plus du team. Okay. Et je lui dis, voilà Seb, là j'ai un projet sur la table avec ce team-là. Moi, je m'y retrouve moins, ou en tout cas, j'ai moins de sens là-dedans. J'aimerais monter un projet avec des entreprises du coin. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu as des idées d'autres personnes? Est-ce que toi, tu me suis aussi? C'est bête, mais... Et Sem, tout de suite, en 5 minutes, va contacter Arlan de Bleu Mercure. Je le connais, on s'entend bien, c'est un mec qui est passionné de sport. Je te file son numéro, appelle-le. Voilà, et moi je lui dis, j'ai une ou deux autres idées, j'irais bien voir Guillaume de S5 Concept pour la partie matos, et après la boulangerie ça s'est fait un poil après parce que c'est des copains et c'est eux qui ont même pensé à moi, et donc voilà, ça s'est fait comme ça, et en quelques jours c'était réglé, quoi. Donc là c'est assez rigolo parce que justement tu disais niveau charge mentale, tout ça, on va y venir gentiment, on va glisser vers cette partie prep mentale. Moi quand on a parlé pour préparer l'épisode, je pensais que c'était exactement l'inverse. En fait, je pensais que on était plutôt déchargé mentalement en étant dans un team. Après, tous les teams ne se valent pas et tous les teams n'ont pas le même fonctionnement. Mais voilà, on va pas faire une généralité, mais en tout cas pour toi, c'était ça. Moins de charge mentale en étant seul et en allant chercher soi-même ses sponsors. C'est rigolo parce qu'on pourrait penser que c'est l'inverse, justement. Ouais, alors je pense qu'effectivement, déjà, il y a team et team, c'est-à-dire qu'il y a tous les teams ont des modes de fonctionnement différents. Je pense qu'il y a certains athlètes dans certains teams qui ont zéro charge mentale parce que, effectivement, ils ont leur manager qui va gérer beaucoup de choses et. Nous, c'était le cas sur certaines choses, mais il y a certaines choses où c'était pas du tout le cas. En fait, quand on devait aller sur une course, sur la plupart des courses, on cherchait nous-mêmes nos logements. Enfin, il y avait plein de choses où, en fait, la charge mentale était énorme. Et du coup, on gérait pas nos contrats non plus, donc on n'avait pas de visibilité là-dessus. Okay. C'est-à-dire que les contacts avec les marques, on passait par des intermédiaires tout le temps. Okay. Donc je sais pas comment t'expliquer, mais j'avais un peu ce sentiment d'être j'étais un fusible, quoi, au bout de la chaîne. Et pas forcément considéré. Alors, voilà, c'est ça. Ce que tu t'as ressenti, c'est le ressenti malheureusement de beaucoup de gens en entreprise qui se sentent pas considérés assez dans leur boîte pour justement vouloir y rester ou se donner à fond, etc. Mais parce que aussi, c'est pas la pierre que je jette du tout à ces marques-là, hein, c'est qu'on était aussi, c'est des grosses entreprises, ils ont un nombre d'athlètes. Moi, dans le sponsor que j'étais, Chevelo, ils ont du ski, ils ont du trail, Donc en fait, c'est sûr qu'on n'est qu'une personne au bout et ils passent par notre manager parce que c'est plus simple pour eux pour diffuser le message à tous les athlètes de la partie trail et voilà quoi. Ouais, bien sûr. Mais du coup, moi, je me retrouvais moins là-dedans et j'ai aussi ce côté où j'avais envie d'être maître de mon projet et contrairement à ce qu'on peut croire, moi, ça m'enlève de la charge mentale de gérer mon propre projet où si les entrepreneurs ont quelque chose à te dire, à faire passer comme message, il n'y a pas un manager il m'appelle direct. Ouais. C'est pas le manager qui a reçu un coup de téléphone qui te retransmet ce qu'on lui a dit. Okay. Je le prends et voilà, et c'est moi qui sais et je gère moi-même du coup tout quoi. Ouais, je préfère ça. Ouais, c'est hyper intéressant. Parce que justement, pour moi, c'était un peu contre-intuitif justement et ça allait un peu à l'inverse de ce que j'aurais pu penser. Et non, du coup. Après, forcément, du coup, ça te rajoute de la charge mentale sur d'autres choses. Oui, effectivement, c'est moi qui négocie mes contrats. Là, en fin d'année, c'est pas mon manager qui va m'envoyer un contrat tout fait et qui me dit tu signes ou tu signes pas, j'ai ça avec telle marque. T'es peut-être plus aussi maître de ton destin. Mais par contre, voilà, si je me plante, c'est moi qui me plante. Si j'ai plus de contrat à la fin de l'année, c'est ma faute, c'est pas la faute de mon manager. Et je trouve ça beaucoup plus... Enfin, en tout cas, moi, ça m'enlève du stress et de la charge mentale et je préfère que ça soit comme ça. Et en tout cas, les résultats sont là parce que tu fais plutôt une très belle année 2025. Ouais, oui, je pense que un bel été. C'est même sûrement ma meilleure saison depuis que j'ai commencé. Donc, ouais, c'est ça. Donc ça a quand même payé. T'as fait beaucoup de choses cet été. On va pas revenir sur tout ce que tu as fait. Mais il y a eu pas mal de beaux résultats, dont il y a eu
6000D, je ne comprends pas. Ouais, la 6000D là, sur le 30 km, la 6 des Lacs. Tu termines derrière Johan Bojar. Non, ça c'était Non. sur l'échappée belle. Échappée belle. La 6 des Lacs, je gagne devant Johan Stock, qui était Quand là, même. qui a gagné la MCC derrière. Qui était en forme en plus. Ouais. Je fais une belle course. J'avais fait le KV du Criou, je fais un gros temps. Et tu vois, là pour le coup, en préparant quasiment totalement en Bretagne, comme quoi c'est faisable. Ouais. Ça dépend pour qui. Mais ouais, bon, après, on pourrait revenir sur la partie entraînement là-dessus. On peut faire 2-3 coups de hamster dans les bosses ici. Ouais, bon après, moi j'ai le tapis aussi qui m'aide bien. Mais enfin bref, donc KV du Criou, je fais un gros temps, j'étais bien content. Et effectivement, l'échappée belle où je fais deuxième derrière Johan Bojar qui préparait le championnat du monde. Qui en plus était. Et on a fait une belle course devant. Ouais, c'était cool. C'était une belle course avec lui où on s'était bien amusé à se tirer la bourre. Ouais, c'est chouette. En tout cas, c'est chouette de te revoir pas revenir parce que tu n'étais pas non plus perdu. Il s'était passé quoi entre 2021 et 2024 Tu as eu des résultats, c'était en dents de scie, c'était régulier. Comment tu as eu des blessures? Pas trop de blessures, des résultats en dents de scie, oui, où j'ai eu quelques belles performances, mais il y a pas mal de fois où je me suis aussi planté, après ce qui est logique dans une carrière. Et surtout, il y a des moments où j'avais cette impression de trop plein, parce que trop de stress avec les histoires de contrat, où tous les ans, tu as l'impression de devoir renégocier. Et en fin de saison, des fois, on était détruit mentalement, parce que tu savais pas trop où tu allais, encore en septembre ou en octobre pour le mois de janvier. Et c'est vrai que c'était dur. Moi, j'ai eu du mal pendant cette période-là à tout concilier ça, en plus alors pour vraiment revenir là-dessus, je devais vivre 6 mois de l'année à Annecy, 6 mois en Bretagne. Ça, c'est quelque chose qui me pesait mentalement. C'était pas une obligation, mais c'était très très compliqué de faire autrement, parce qu'on avait des obligations avec les sponsors. Et moi, mentalement, c'était dur. C'est-à-dire que j'avais du mal à vivre enfin, je vivais avec 2 sacs, mon vélo dans le camion, et je bougeais d'appart en appart tous les 6 mois, quoi. Ouais, et ça, c'était dur, c'était vraiment dur. Ouais. Okay. Donc effectivement, les résultats, si on regarde, il y a une tendance qui est un peu la même sur ces années-là, c'est qu'en début d'année, ça va souvent bien, et au fur et à mesure de l'année, ça se dégrade parce que... Ouais, quand la saison passe, tu t'uses un peu. Ouais, mentalement, je pense que je m'usais un peu. Ouais. Et ce qui n'est pas du tout le cas cette année, parce que là, je fais un gros mois d'août, ce que je n'avais pas fait depuis des années, quoi. Ouais, justement, je trouve ça hyper important. Ça pourrait paraître anecdotique, mais on va parler de préparation mentale pure et dure avec des choses comme ça, mais ça en fait partie pour moi de cette harmonie. Enfin, c'est holistique, quoi. C'est quand on se sent bien, si on se sent mal dans ses baskets, performer, ça devient pénible. Je pense que tu as suivi l'UTMB comme moi, et Tom Evans a bien dit une chose sur sa performance. Il dit j'étais pas plus prêt que les autres années. Par contre, je suis un homme heureux cette année. Ouais, complètement. Et je suis persuadé que ça change. Il avait la banane, grand sourire et tout. Je crois, ils vont pas dire le contraire, mais Joseph Mestrallet qui lui fait son data scientist, qui disait Tom, il a juste la banane, quoi, en fait. Il est juste heureux, il est super content, machin. Et c'est vrai que des mecs comme ça, de toute façon, ils sont toujours archi prêts. Oui. Il n'y a pas trop de sujets, c'est sérieux, voilà. Mais oui, donc on en revient à ça. T'es plus à l'aise. Alors est-ce que c'est la conséquence directe? On va pas tracer un trait tout de suite, mais en tout cas ça y contribue. Oui, j'en suis convaincu. D'être dans un état d'esprit, et tu l'as senti aussi. Ouais, ça t'enlève. En tout cas, moi j'ai retrouvé ce plaisir d'aller faire des courses toute l'année, et t'as pas l'impression que c'est un devoir, quoi. Et ça, c'est trop cool. Et ça aussi, je trouve ça ultra, ultra important, c'est le côté l'individualisme de la chose, c'est-à-dire comme je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont aussi penser comme moi, de se dire, ou en tout cas on va dire des jeunes de 16-17 ans qui commencent à performer un peu, ils disent je veux rentrer dans un team, tu vois, c'est toujours le rêve de rentrer dans un team. Oui, pour plein de gens, ouais. Et pour beaucoup, et je crois que tu en croises encore plus que moi qui ont ce rêve-là, et en fait, tu te rends compte que c'est pas l'idéal, que ça fait rêver, ça fait briller, il y a des réseaux, il y a des pubs et tout. Mais aujourd'hui, c'est pas ça pour tout le monde qui va convenir, quoi. Ça peut être, c'est vraiment c'est un levier qui, pour des jeunes, de progression, hein, ça peut vraiment aider. Et il y a plein de teams qui sont vraiment chouettes, où ça peut vraiment apporter de l'aide, hein. Moi, je suis pas du tout fermé dans l'idée. Ouais, non, loin de là. On veut dire du tout. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment des beaux teams qui se sont montés ces dernières années avec des structures qui sont vraiment chouettes. Moi, pareil, hein, ça m'a servi vraiment énormément de rentrer dans un team. J'en serais pas là. Parce que, comme tu disais, tu as rencontré aussi des athlètes. J'ai été sur des événements grâce au team où c'était trop chouette. Pendant quand même 2 ou 3 ans, j'ai eu du matos, j'ai été un petit peu défrayé pour aller sur certaines courses. Enfin, c'est vraiment où j'ai eu un environnement qui m'a quand même permis
de m'entraîner et d'avoir de la chance à ce niveau-là. Donc vraiment, non, je pense que ça peut être une bonne idée. Après, il faut, en fonction de chaque personne, être capable de se dire, est-ce que ça c'est fait pour moi, est-ce que ça c'est pas fait pour moi. Là, moi, je suis du coup, on en parlait déjà sur l'intro, je suis entraîneur, donc j'ai un ou deux athlètes qui tournent très bien. Et je pense à un en particulier en ce moment qui plus ou moins en train de chercher ou en négociation avec des marques. Et c'est vraiment ce que j'essaye de lui dire, parce que j'ai cette expérience, entre guillemets, même si je suis pas bien vieux, d'avoir été dans des teams, d'avoir négocié des contrats. Où je lui dis, réfléchis aussi à toi, ce que tu as besoin pour performer. Qu'est-ce que ça t'apporte un team? C'est-à-dire que si fais un plus-moins, un petit tableau, qu'est-ce qui t'apporte, qu'est-ce que ça te coûte? Et je lui dis, signe pas à tout prix pour être dans une team, parce que souvent on voit des gens qui veulent absolument être sponsorisés pour dire je suis chez telle marque, c'est trop cool, et du coup je marque sur Instagram, ça claque, quoi, athlète, je sais pas quoi. Et on s'en fout en fait, si c'est plus négatif que positif, ne le fais pas. C'est ça qui est. T'as le recul, même, quand tu dis t'es pas bien vieux, mais t'as l'expérience d'avoir vécu ça. Et du coup, avoir ce recul-là, moi je le dis avec ma voix, toi tu le dis avec ton expérience, c'est pour ça que c'est hyper bien. On va y venir, et athlète et coach, de se dire ce qui marche pour un va pas peut-être marcher pour l'autre. Il faut voir ce que toi tu as besoin. Et je trouve ça, au début, on se connaissait, on s'est rencontrés pour le podcast, donc on se connaît pas. Mais je me disais, tiens, c'est bizarre, il performe bien, il a un team, il en sort et tout. Et quand on en a parlé, je trouvais ça hyper intéressant, parce que c'est ce que nous, on se tue à dire dans la préparation mentale. La seule règle, c'est celle qui fonctionne. C'est toi, c'est tout. D'un point de vue extérieur, on a l'impression que j'ai fait peut-être ça par défaut pour certaines personnes. Certaines personnes doivent se dire, mais en fait, il a fait ça parce qu'il avait peut-être plus de team. Mais en fait, c'est pas du tout vrai. Si j'avais envie de rester dans un team, je pouvais. C'était vraiment un choix perso pour moi, parce qu'à un moment, je suis arrivé à un point de ma vie où je me suis dit, mais en fait, c'est pas ce qui me permet de performer, je progresse plus. Et là, je redisais la balance plus-moins. À un moment, j'ai fait le calcul et je me suis dit, mais en fait, il y a plus de points négatifs que de points positifs, là, actuellement, dans ce schéma-là dans lequel je suis, quoi. Donc j'ai changé. Hyper intéressant. Mais du coup, ça nous fait la transition toute trouvée vers rentrer dans la préparation mentale, parce que pour moi, ça en fait partie, même si c'est complètement le truc. Ton intérêt, justement, quand on en a parlé, tu m'as dit que c'était quelque chose qui t'intéressait, et tu t'es même, t'as même un préparateur mental. Ton intérêt pour ça, c'est arrivé comment, et quand et comment? Au début, forcément, les premières années que je me suis intéressé plus à la performance, que moi j'ai aussi commencé à me former, c'était en écoutant des podcasts et tout ça. Ça se traduisait par quoi? Ça se traduisait par j'écoutais des petits conseils sur la préparation mentale, mais je ne mettais pas grand-chose en place, si ce n'est quelque chose que j'ai très vite mis en place, c'est la visualisation, où ça pour moi c'est hyper important. Ça je l'ai mis en place dès 2020, 2021. En autodidacte comme ça, en ayant écouté. Et puis, Ouais, et puis c'était vraiment quelque chose qui me faisait du bien, et aussi parce que Jonathan m'a poussé à le faire, ce qu'il le fait aussi. C'est-à-dire que pour toutes mes courses, je me fais un tableau Excel, je me note par exemple de ravito en ravito, ou de, j'en sais rien, portion par portion, je me détaille le parcours. Vraiment, mais c'est hyper précis, c'est-à-dire que ça peut aller de 500 mètres en 500 mètres, là on tourne à droite à tel caillou, au point que je vais par exemple voir sur Google Maps certains endroits, je vois que ça passe à côté d'une route, je vais voir si Google Maps passe pas là pour le visualiser, quoi. Ou c'est tout con, mais moi ça m'aide à vraiment me projeter dans le truc, et le jour de la course j'ai des repères visuels. Donc je le fais pour les gros. Je sais où je suis. Et ça je l'ai toujours fait, 2020-2021, je me rappelle que pour la première Swiss Canyon que j'ai fait, où c'était la première course où vraiment il y avait du gros niveau avec des coureurs un peu de partout, il y avait des mecs comme Hannes Namberger, des trucs comme ça. Je me rappelle avoir passé peut-être 2 ou 3 heures sur Google Maps, aller chercher dans les petites routes suisses, les petites vidéos, les petites caméras où tu peux t'avancer. Donc là tu descends telle route, tu vas prendre à gauche, et avant la course je me refaisais dans ma tête, ok le parcours il fait ça, tac tac, je prends à droite, là je vais tourner à gauche, vraiment je le connaissais par cœur. C'était dans ma tête, j'y étais jamais allé, mais je le connaissais par cœur. Ok, impressionnant, parce que la plupart du temps, quand des athlètes me disent j'ai déjà fait de la préparation mentale en manière autodidacte, parce que le soir en me couchant, je réfléchis à ma course, je leur dis tout de suite, c'est pas méchant, mais c'est pas ça de la préparation mentale, et ça c'est pas ça de la visualisation. Par contre, là, ce que tu es en train de me dire, c'est très poussé, c'est hyper pointu pour le coup, et alors ça fonctionne évidemment, mais t'es allé déjà assez loin dans le process sans même avoir de préparateur mental à la base.
pour revenir à ça, là, je le fais toujours. Par exemple, là, je prépare l'Endurance Trail des Templiers. J'en suis à un point où, quand je fais par exemple de trainer, je vais mettre une vidéo de l'Endurance Trail des Templiers. Où souvent, il y a des gens qui font des sortes de vlogs. Où c'est pareil, en fait, ça me permet de visualiser. Tiens, le ravito, il est comme ça. Je crois que c'est génial les vlogs pour ça. Au début, je trouvais ça un peu chiant quand même. Mais c'est vrai que quand tu regardes, c'est le meilleur moyen de voir la course. C'est le meilleur moyen. Ouais. Je l'ai fait, et alors je l'ai fait moi personnellement, j'ai fait l'Endurance Trail l'année dernière et je l'ai fait faire là pour un athlète que j'accompagne justement sur la partie mentale pour l'Endurance Trail de cette année. T'as pas mal de vidéos de vlogueurs du départ. Parce que le départ, on sait que c'est un moment important, le palpitant il monte déjà beaucoup avant même de départ, et ce départ est particulier, il y a Améno, la musique et tout, les fumigènes rouges, t'es en pleine nuit, il est 4h du mat, et tu peux le vivre en fait, en fermant les yeux, ou en regardant la vidéo, en fermant les yeux, et vraiment en se visualisant, prendre le départ, et tu peux le faire, mais un nombre de personnes des fois me demandent, je le fais une fois, ça suffit, je fais mais fais-le 20 fois s'il faut, et au contraire, plus tu vas le faire, plus ton corps va s'autoriser à être dans le moment, et quand tu vas encore plus le vivre. Tu vas même pas. Il y en a qui ont peur de dire je vais un peu me gâcher la surprise, mais c'est pas du tout ça en fait. Ça permet d'encore mieux le vivre. J'en parlais avec un athlète là qui courait la Côte d'Émeraude, et il me disait que lui il détestait faire ça parce que ça lui gâchait son plaisir de. Oui, j'ai entendu, ça. Mais je peux comprendre aussi. C'est vrai que ça me choque pas non plus. Ou lui, par contre, ce qui va lui permettre par moment dans les courses d'aller chercher ce petit supplément d'âme ou quelque chose, c'est d'être en mode découverte. Okay. Et moi, tu vois, j'ai pas du tout besoin de ça, je préfère savoir où je mets les pieds, quoi. Donc il y a un peu les deux schémas, c'est vrai. Il y a tous les schémas, tu as bien raison de me reprendre là-dessus, c'est que ce qui va fonctionner pour un va pas forcément fonctionner pour l'autre. De la même manière, on a parlé des teams juste avant. Il y en a qui vont être mieux tout contents, cadrés d'un team, parce que déjà ça fait bien, peu importe. Chacun ses raisons, mais comme tu dis, toi, ce que tu fais toi, ça pourrait ne pas aller du tout aux autres, d'aller voir au détail près chaque truc parce que justement trop de charge mentale. Le coach il m'a demandé de faire ça, c'est chiant, j'ai pas envie et tout. Il y a des gens qui détestent. Et toi ça marche très très bien, et visiblement le supplément d'âme c'est comme un peu les images ressources, tu vois, qu'on peut utiliser pour toi tu vas trop vite pour utiliser une image ressource, et sur des formats plus longs, des 100 miles, des choses comme ça, des gens qui vont passer 50-60 heures à la Réunion, tu vois. Il y a des gens pour qui prendre l'image des enfants c'est pas super pertinent parce que ça va être beaucoup trop d'émotions, ils vont se mettre à pleurer, donc c'est pas du tout le but. Et chacun son image, il y en a ça va être une musique, donc c'est différent. Et du coup, ça c'était en quelle année tu t'as commencé à découvrir? Tu m'as dit 2020. Je l'ai fait les premières fois pour Rosséliande, où vraiment j'avais fait mon tableau et je l'avais détaillé. Après ça se traduit aussi par, si j'ai l'occasion, c'est d'aller voir le parcours tout simplement. D'aller le reconnaître, ça c'est quand même le meilleur moyen de tout connaître et de le visualiser mentalement, de savoir un peu où tu mets les pieds. Et est-ce que tu es plutôt un sujet à stresser, ou à l'anxiété, ou normal et pas plus que ça sur les événements? Honnêtement, il y a toujours une petite pression, mais quand je regarde par rapport à d'autres personnes, je pense que je suis pas si stressé que ça. Parce que c'est ce que je disais, normal, même si normal c'est pas un mot. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'excitation. Évidemment, c'est le genre de course. Si t'en as pas, tu fais peut-être pas. T'as toujours un peu de pression au départ. Tu vois que tes pulses elles sont plus hautes que d'habitude, mais je suis pas le plus grand stressé de la terre, non, ça va. Ok. Donc, est-ce que ça serait quelque chose que tu irais chercher quand même à travailler, ou justement pas du tout? Si, quand même, parce que de plus en plus, je me rends compte que quand tu es hyper relâché sur un départ de course et sur une course, c'est quand même top pour plein de choses, que ce soit pour l'économie de course, pour tout ça. Plus tu es relâché, mieux c'est. Et donc je pense que plus je serai relâché sur les départs de course, et mieux ce sera. Et encore plus quand c'est des choses qui comptent, ou quand tu sens que c'est vraiment des courses que tu as préparées dures, que tu as un peu de pression. Enfin, que tu as un peu de pression. Tu te mets forcément de la pression, et du coup, tu sens que tu es un peu moins relâché sur ces courses-là. Donc ça, c'est quelque chose où sur les gros événements, je cherche à chercher. Tu ressens quand tu es plus relâché que ça va mieux. Ah bah oui, clairement. Parce que du coup, tu as la chance de pouvoir performer sur les trails, tu continues à faire les trails locaux. Évidemment, il y a beaucoup moins de concurrence que sur des trails nationaux que tu fais, donc tu es un peu plus en détente, j'imagine, tu n'as pas le même stress. C'est différent, après. Ce qui est logique, tu vas pas être pareil sur un départ de championnat de France que sur le trail du Rodo. Bien sûr. C'est moins de stress. C'est logique. En fait, ça me fait penser à... je crois qu'on en a parlé en préparant l'épisode. J'ai reçu Guillaume Millet pour un podcast, je crois qu'il est sorti il y a 1 ou 2 semaines là, et on a parlé de ça. Lui, il a modélisé, il y a déjà quelques années, mais il a modélisé cette charge du système nerveux en fait. Il l'a modélisé scientifiquement, c'est son métier, vraiment en démontrant que c'est le système nerveux
certains l'appellent le gouverneur central dans certaines théories, Ouais. qui ferme la vanne quand c'est fini, quoi. Et c'est lui qui décide, c'est pas le corps. Ils se sont rendus compte de ça dans de nombreuses études, et notamment en faisant des ultras, que c'était la commande principale du système nerveux qui ne voulait plus commander au muscle de bouger. Le muscle, lui, pouvait encore. Et très très largement bouger, même après 170 km. Ouais. C'est ça qui est absolument remarquable. Et il a modélisé ça avec son système, son flush model, en anglais, il dit ça passe mieux que la chasse d'eau, que le modèle de la chasse d'eau. C'est qu'on arrive tous avec une cuve qui va être plus ou moins remplie, même au départ d'une course. Ouais. Et le but, c'est de la remplir le moins possible, parce que quand elle arrive en haut, la cuve, comme une cuve de toilette, elle s'arrête, on arrête de la remplir, et ça s'évacue par le trop-plein. Ouais. Et nous, c'est ce qui arrive aussi quand soit on pète, soit on fait popcorn, soit on a toutes des mots comme ça sur les courses. Donc là, on parle, t'as 3 parties en fait pour arriver à ça. C'est déjà la première partie, c'est d'arriver avec la cuve le plus vide possible le jour de la course. Et effectivement, la prep mentale que tu as fait et que du coup tu es encore en train de travailler avec ton préparateur mental, ça va aussi être de ce côté-là, j'imagine, pour arriver le plus serein, ce que tu disais, même si tu n'es pas trop stressé. Mais oui, c'est le but, c'est d'arriver le plus relâché. Après, c'est vrai qu'on travaille pas forcément trop ça pour le moment sur la prep mentale. On travaille un peu d'autres choses. Notamment sur les faits de course, sur le moment précis en course, tu vois, de prise de décision, pour de la gestion de course, des choses comme ça, c'est plus là-dessus qu'on travaille, de prendre conscience des schémas de course que je peux avoir, c'est-à-dire que pour rentrer dans les détails, si c'est le moment... Si tu veux, c'est un peu particulier, c'est toi qui décides. J'avais souvent, notamment sur des longs, tendance pas forcément que sur des longs d'ailleurs, à avoir un peu le même schéma de course, c'est-à-dire que même si je me disais que je partais cool, j'étais capable de respecter ce plan-là, mais qu'au bout d'un moment, quand le stress ou la course se mettait en place, j'avais tendance à toujours prendre la décision de « je prends le risque ». Je prends le risque d'avancer plutôt que de prendre du recul sur la situation. C'est, j'en sais rien, je dis une bêtise, mais tu pars 8e sur une course, elle fait 80 bornes, tu es 8e au 30e, tu vois un groupe devant, tu vois un groupe derrière. Quelle décision je vais prendre? Est-ce que je suis encore patient, je reste soit à mon allure, soit avec le groupe derrière, ou est-ce que je prends le risque d'aller devant? Et en fait, mon schéma, c'était tout le temps d'aller devant. Tout le temps. Et en fait, quand on refaisait le feedback de plein de courses où je me suis planté, je prends par exemple cette année, ou même où je ne me suis pas planté, mais où j'aurais dû faire mieux, je pense au Saint-Jacques cette année ou même Istria, la décision que j'ai prise, c'était tout le temps, je prends le risque. Tu vois? Et je prenais pas de recul sur ces moments-là un peu clés où tu dois prendre des décisions. Tu vois, donc là on a travaillé pas mal là-dessus, d'être capable de prendre du recul à certains moments de course pour prendre une décision consciente en gros. Et tu as identifié à ce moment-là pourquoi tu prenais ce risque-là justement? Parce que c'était trop d'excitation, tu disais si je laisse partir je reviendrai pas. C'est ça, c'était mon schéma, c'était ça trop d'excitation, envie de bien faire, c'est ça, c'était envie de toujours de faire plus, mieux et de pas avoir de regrets. Moi c'est surtout ça, je pense que c'était souvent le fait de pas avoir de regrets. Et du coup, ça m'amenait tout le temps à la même décision, quoi. Ok, c'est intéressant, hyper intéressant. Et du coup, tu disais, c'est ce que tu travailles en ce moment. Tu as des techniques que tu apprécies. Là, tu nous as dit la visualisation, tu apprécies visuellement. Tu as des techniques des outils comme ça? C'est de prendre ce qu'on fait avec Maxime, du coup, c'est de cibler ces moments-là en course. En fait, on fait un peu le débrief de la course, cibler ce moment-là, et se dire, de prendre conscience de ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais pu prendre comme décision haute, pourquoi j'ai pris cette décision-là, quoi. C'est vraiment de revenir sur ce moment-là pour le jour où ça revient sur une autre course, être capable de me dire, ok, je suis à ce moment-là, fais pas comme d'hab, quoi. Enfin, en tout cas, réfléchis à ce que tu vas faire. T'es encore en train de revivre ce moment, voilà, c'est ça. T'as le choix, quoi. C'est ça. Et tu vois, par exemple, à l'échappée belle, c'est quelque chose où je l'ai bien réussi, où j'en suis arrivé à ce moment-là, où pareil, mi-course, où je me suis dit, est-ce que je fais l'effort de rentrer sur les gars devant, ou est-ce que j'étais avec un gars une bonne partie de la course. Et là, je suis sûr que si j'avais pas fait ce travail avant avec Maxime, j'aurais fait l'effort de rentrer en haut de la bosse. Et là, j'ai été patient, je me suis dit, c'est quoi le bénéfice-risque? Est-ce que t'es bien là? Est-ce que machin? J'ai regardé, moi je regarde pas mal mes pulses, des choses comme ça. Et là, j'ai pris la décision de rester. Mais par contre, tu vois, j'avais choisi vraiment, moi, de prendre ces décisions. J'ai pris le pour, le contre, j'ai pris toutes les décisions. Là où avant, j'aurais toujours fait, je vais devant. Ok, et t'arrives, c'est aussi le but, c'est d'avoir, comme tu viens de dire, c'est
ce recul en course, c'est compliqué, et puis ça dépend des formats. Parce que, c'est ça, puis ça peut marcher une fois et la fois d'après ça marche pas. Hein, c'est mais... ce que j'allais dire, il y a peut-être une fois où ça va le faire, ça va marcher, et l'autre fois où tu vas arriver un peu frustré en disant « j'aurais dû remettre plus, j'ai pas pris le bon wagon ». Tu vois, j'avais rendez-vous hier avec lui, pour l'instant ça m'est jamais arrivé ça, ou d'être frustré parce que j'ai pas pris le bon wagon, et on débriefait le trail Côte d'Émeraude que j'ai fait là il y a 2-3 semaines, et j'ai encore un peu fait l'erreur de, je pense, en mettre trop vite, plutôt que, enfin bref, on va pas tout redébriefer la course, mais et je lui dis, c'est ce que je lui disais, j'avais peur d'être frustré à l'arrivée, de me dire j'ai pas tout tenté pour la gagner, tu vois. Et je pense que j'ai jamais encore été confronté à ça. Sur la ligne, je me dis putain, j'ai l'impression de pas avoir tout mis, quoi. Et ça, j'ai très peur de ça. Je pense qu'il va falloir que je le vive un jour pour l'accepter. Mais ou en tout cas, il faut que je le travaille, que je prenne pour conscience. Dire que c'est pas si grave non plus. Non, c'est pas si grave, mais c'est dur. Moi, je préfère me planter en me disant j'ai explosé au 40e sur une course de 50 en tentant tout, que arriver sur la ligne en me disant putain, je viens mourir à 30 secondes. Est-ce que si, tu vois, pour l'instant, j'ai pas expérimenté ça, j'ai cette peur-là, ce qui m'amène sûrement aussi à faire des erreurs, à des fois m'énerver trop tôt. Et tu veux, là, tu restes sur ce format de course. Alors, tu fais vraiment tous les formats de course. Hein. Là, dans la même été, tu vas être capable de faire un KV et après j'adore. 40-50. Ouais, t'es vraiment bien à l'aise là-dedans. Et tu vois comment l'évolution après? Tu vas être plutôt sur, comme tout le monde, un peu plus long, ou tu vas rester sur du 60, 40, 50, 60, 80 des fois? Il y a 6 mois, 1 an, le projet, c'était de partir sur ultra, de faire l'endurance du coup en fin d'année, et de partir sur ultra dès l'année prochaine. C'est-à-dire que mes gros objectifs, ils auraient été 2 ou 3 sur des formats 10, 12, 14 heures. D'accord. C'est quoi? C'est du 100, 120? Ouais, oui, en gros c'était ça. C'était de me dire Bourbon sûrement l'année prochaine, des choses comme ça, mais d'en mettre d'autres. Le fait est qu'on a potentiellement un grand risque d'avoir un France de trail d'ici quelques années, enfin très rapidement en Bretagne. En tout cas, c'est ce qu'on espère et qui est probable, qui est sur un format de course de 6 heures. Ça te convient parfaitement. Qui me convient bien, et du coup, j'ai fait le choix de me dire, plutôt que de passer en 2026 sur Ultra, ça sera sur la seconde partie de 2027. Et du coup, l'année prochaine, je vais me concentrer encore sur des formats de 6 heures, où les objectifs seront sur des formats de 6 heures. Ok. Je peux les citer, y a pas de... moi j'ai aucun souci là-dessus. Je vais faire Tenerife. Ah, t'as déjà le plan? Ouais, Tenerife. Ouais, moi là j'ai encore l'endurance, mais c'est vraiment le bonus de saison. Dans ma tête, elle est déjà quasiment à 2026. Je sais qu'il n'est pas très bien en termes de prépa mentale, mais j'y pense déjà beaucoup. Où c'est Tenerife, Gare-les-Dents et l'OCC, j'aimerais bien. Même si j'ai pas encore ma qualif à 100%, mais j'aimerais bien. Et pour arriver au France, qui sera un format 6 heures avec plus des armes. Et après, par contre, l'idée c'est de passer sur Ultra à 100%. Moi, si je m'étais écouté, je serais passé très vite sur Ultra. Heureusement que j'ai eu Jonathan les premières années pour me freiner, et que maintenant, du coup, j'ai pris du recul là-dessus en tant que moi, en me formant et en prenant de l'expérience, où je sais que c'était bien de passer par tous ces formats KV, 20-30K, maintenant 40-50 jusqu'à 80, et pour être quand même rapide. Mais oui, l'idée c'est de passer après sur Ultra. J'ai des envies d'Ultra depuis plusieurs années, et ça sera du coup 2027. De toute façon, c'est jamais perdu. Ça aussi, il faut aller à son rythme. On voit que ça existe un peu tout maintenant. On a enlevé les barrières de ce que tu as fait au final. C'est de faire les choses proprement, petits, courts, machin. Aujourd'hui, on voit il y a Virgile Morisset qui passe tout de suite sur Ultra. Et ça cartonne. On verra encore une fois dans le futur ce que ça donnera. Hein, mais il faut faire, tu vois, on voit Benjamin Roubiol qui claque un 30 minutes sur 10K cet hiver pour aller travailler de la route, mais ça reste un bon gros montagnard aussi. Oui, c'est sûr. Après, on a l'impression que Ben a tout de suite fait du long, pour bien le connaître, mais il est quand même passé plusieurs années par les skyrunning, il a fait tous les trails courts dans les Alpes pendant des années à 18 ans. Mais ça t'aide de toute façon à développer tout ça. Donc intéressant ça serait intéressant de te suivre aussi sur long. Puis si c'est de toute façon, c'est comme tu disais depuis le départ, t'aimes courir, quoi. T'aimes l'endurance. Oui, moi ce qui passer du temps dehors, c'est ton truc, quoi. Ce qui m'a fait aimer le trail les premières années, c'était de voir les images du Grand Raid, de la Western, de l'UTMB. Et le but final a toujours été de se dire j'ai envie d'être performant là-dessus. Ouais. C'est clair. Hein. Est-ce que tu penses que justement par rapport à la préparation mentale, du coup avec le coach Maxime, on l'a cité, mais Maxime Reis, que j'ai reçu aussi dans le podcast, tu penses que toi, tu es allé chercher ça, pourquoi? Tu avais une question quand tu es allé le voir ou un thème précis à travailler? Ou c'était un global? Non, ça faisait plusieurs années que je pensais à la préparation mentale.
Je me disais que ça pouvait être un levier. J'avais plus ou moins déjà activé par période avec des personnes ou en faisant quelques entretiens, machin. Mais j'avais jamais pris le temps de vraiment mettre quelque chose de régulier avec une personne. Plus cadré. Voilà, exactement. Et l'histoire, c'est que je fais le Saint-Jacques, là, cette année, le 80. Justement, je fais ma course où je m'énerve trop tôt et je saute à 20 bornes de la fin, là où je dois assurer et arriver avec 30 minutes de moins sur la ligne. Enfin bref. Et je rencontre totalement par hasard, le dimanche matin à la boulangerie, l'entraîneur du Godec, Thomas Pigouat. Ouais, voilà. Et qui me connaissait plus ou moins et qui me dit, au fil de la discussion, toi, faut que tu fasses de la prep mentale, quoi. Et il me le dit, j'ai eu le même discours avec Hugo il y a quelques années où il en avait besoin. Toi, faut que tu en fasses, ça va te faire passer un cap tout de suite. Et je sais pas pourquoi, plein de gens me l'avaient déjà dit. Je pense à Maxime Grenot qui était mon manager chez Odlo, que je respectais beaucoup, enfin que je respecte toujours beaucoup et avec qui j'avais une confiance vraiment énorme. Et je sais pas pourquoi ça m'avait pas fait le tilt avec Maxime ou avec d'autres personnes. Et là, ça m'a fait le tilt avec Thomas. Je pense que c'était le fait que ce soit le lendemain du Saint-Jacques, j'avais cette déception. Et la semaine d'après, j'ai appelé Maxime. Ouais. Ah ok, et c'est rigolo. C'est vraiment le déclencheur, ça a été le moment où... Et tu penses que, c'est récent du coup la démarche, mais tu penses que ça va t'apporter vraiment quelque chose, et si oui, quoi? Ouais, alors déjà moi en tant qu'entraîneur, ça me permet de... C'est un peu comme si je me reformais à ces trucs-là, c'est-à-dire que j'apprends des choses, et ça m'aide aussi pour mon boulot. Moi en tant qu'athlète, forcément, ça me fait prendre conscience de schémas que j'ai qui sont ancrés en moi, qui sont toujours un peu, tu vois, ce que je parlais de la décision d'aller souvent de l'avant, machin. Un peu inconscient, quoi. Voilà. Vas, tu fonces, tu réfléchis pas des masses, parce que tu as la capacité d'y aller, tu y vas. C'est ça. Donc je développe un peu toutes ces... Enfin, en tout cas, j'apprends à me connaître un peu mieux grâce à tout ça. Donc ça, je suis persuadé que ça me servira pour les courses. Tu vois, de prendre du recul là-dessus, toutes les discussions qu'on a avec Maxime, ça me sert. Après, il y a plein d'outils que lui me dit de mettre en place. J'essaye. Enfin, je vois si ça marche pas. Mais c'est chouette, ouais. Donc oui, je suis convaincu que pour moi, ça sera utile. Et pareil que pour ce qu'on disait tout à l'heure, je suis aussi persuadé qu'il y a des gens pour qui c'est pas utile parce que ils fonctionnent par leur schéma et ça marche très bien comme ça. Ou tu vois, moi j'aime bien un peu ça, mais moi je suis très cartésien, je suis très carré, je réfléchis toujours avant les courses. Je vais courir à tel pulse, je sais que sur 4 heures je tiens tel pulse, sur 6 heures je tiens tel pulse, je sais qu'il faut que je cours à telle allure, je vais regarder les allures, machin. Il y en a qui sont plus artistes dans leur façon de courir. Et souvent ces gens-là, moi j'en connais. Plus ressenti, comme on dit, on enlève la montre. Et si on leur met une préparation mentale, en fait ça va les stresser. Ils vont se dire mais j'ai pas envie de prendre conscience de ça, moi j'ai besoin de réagir à l'instinct et du coup il y a des gens pour qui ça servira pas, mais pour moi, vu le modèle dans lequel je suis et comment je suis entre guillemets câblé dans le sens où j'ai besoin que ça soit de prendre conscience, de réfléchir un peu à tout et tout, je suis sûr que ça va me servir. Ça, ce que tu dis, c'est rigolo parce que c'est vraiment toujours le même parallèle entre la préparation physique, enfin un entraîneur, le coach pour la course et le préparateur mental, c'est la même chose. Ah oui, oui. Les athlètes, toi tu t'aimes tes pulses, il y en a, c'est au contraire, t'as pas besoin de leur dire, quoi. Ils font tout ressenti, c'est tout machin, comme tu dis, un peu artiste. Et tu vas les brider si tu leur dis plan d'entraînement, carré, dépasse pas SV1 sous SV1, SV2, machin truc. Et il y en a qui ont besoin de ça, il faut que ça soit précis, c'est ceux qui vont te faire à la minute près l'entraînement et ceux qui vont déroger, ils ont 1h30 mais ils vont t'en faire 2 et la fois d'après ils vont t'en faire 1 heure, quoi. Ouais, c'est qui est rigolo. Et du coup, tu t'en as parlé un petit peu t'es aussi coach, t'as passé ton diplôme, c'était quand 2022-2023. J'ai fait le diplôme de la FFA, du coup, Fédération Française d'Athlétisme. Ça a duré quasiment 1 an à peu près. Et aujourd'hui, t'encadres aussi ? Ouais, j'ai une quinzaine d'athlètes que j'entraîne. Trail, un petit peu de route, et j'en ai même un qui fait un peu de triathlon de temps en temps, mais beaucoup de trail quand même. Par contre, toutes les distances, du court, du long, j'ai quelques très bons coureurs, j'ai aussi des gens qui, leur objectif, c'est de finir. Au début, j'étais parti un peu à me spécialiser beaucoup dans beaucoup de très bons coureurs. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien la variété des deux. Que je prenais aussi du plaisir à faire des projets un peu différents où où le projet, c'est à 3 ans de finir un 100 km en montagne, par exemple.
Et ça me fait aussi autant kiffer en fait. Ouais, c'est pas la même approche. Ouais. Je pense que t'as pas le même retour aussi de Oui, la c'est personne qui réussit son premier finisher de 100 C'est km. Quoi. Et je prends du plaisir à faire les deux au final. Là où au début j'étais persuadé que j'allais prendre beaucoup de plaisir à faire que entre guillemets, quelque chose d'assez élitiste, en fait pas du tout, je prends du plaisir sur les deux. Ouais, c'est marrant. Est-ce que ça te sert justement, ce que tu fais, préparation mentale, tu l'incorpores ou en tout cas ça t'aide à mieux comprendre pardon, les athlètes que tu coaches ton quotidien ou pas? Je suis pas du tout formé pour la préparation mentale, donc je me permettrai pas de donner vraiment des cours de préparation mentale ou quelque chose. Si je vois que vraiment quelqu'un a besoin ou a beaucoup de questions là-dessus, j'oriente sur un préparateur mental. C'est comme pour la nutrition, des choses comme ça. Moi, je suis pas nutritionniste, j'oriente. Par contre, ça m'empêche pas moi, mon côté athlète à côté, et ce qui m'intéresse, de leur dire je pense que tu devrais essayer la visualisation, d'apprendre ton parcours, de regarder des vidéos. Ça, c'est des conseils que je donne souvent. Tu vois, il y a des petits tips un peu bêtes qui ont marché sur moi. Ouais. Ça, par contre, je leur donne. Mais par contre, quand ça devient trop pointu, j'hésite pas à orienter sur de la préparation mentale. Ouais. Okay. C'est pas mon boulot, quoi. Ok. Ouais, et puis c'est pas le même boulot, puis ça prend du temps aussi, c'est différent, c'est pas la même chose. Ok. Mais oui, ça donne le petit côté. Si tu vois un truc avec un des athlètes. C'est ça. Il y a des problématiques que je peux quand même répondre. Enfin, il y a des choses où c'est assez évident parce que moi j'ai vécu cette situation, parce que je me suis intéressé à ça. Ou tu vois, la visualisation, moi je l'avais mis en place avant de savoir vraiment que ça fonctionnait, mais après, j'ai écouté des choses, j'ai lu des livres ou des choses comme ça et je m'intéresse beaucoup, je passe mon temps sur PubMed à regarder des études. Tu sais que ça marche en fait. Du coup, je ne m'empêche pas de dire à des personnes essaye ça, je sais que ça marche, vois sur toi si ça marche, mais voilà. Ce qui est, je repassais, j'avais une question tout à l'heure sur la partie plus athlète. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dirait que tu arrives à mettre en place quasiment en temps réel ce que tu apprends avec Maxime, là en l'occurrence, sur la course d'après. Où tu arrives vraiment à voir ce que tu peux faire de mieux sur la course d'après tout de suite. On essaye de débriefer un peu les courses et moi généralement j'aime bien prendre du recul. J'ai toujours eu ça où après une course, que ça soit un réussi ou un échec, je réfléchis vite à ce qui s'est bien passé, ce qui n'a pas bien marché pour l'améliorer sur la gestion de la course et tous ces trucs-là. Donc j'arrive à le mettre en place et j'ai toujours des idées pour la course d'après, à me dire qu'est-ce que je dois faire de mieux, machin quoi. Ouais, intéressant. C'est pas facile parce que y en a pas mal qui commencent à parler, ça parle un peu plus de préparation mentale chez les athlètes élites ou les semi-influenceurs trailers. Ça devient un peu la mode aussi, on va pas se cacher. Mais oui, c'est vrai que c'est pas facile. Tu vois qu'il y en a, certains ont besoin de beaucoup de rabâchage pour comprendre le schéma justement. Pour voir un schéma qui fonctionne pas ou au contraire un schéma qui pourrait fonctionner différemment. Donc c'est intéressant de pouvoir aussi. Alors après, tu fais beaucoup de courses, c'est ça aussi qui a changé. Là, j'en ai fait beaucoup, oui. Cette année, tu avais beaucoup de courses, donc quasiment toutes les semaines, tu peux... Ouais, non, peut-être pas quand même, mais j'en ai fait beaucoup. Ouais. Là, surtout depuis août, j'ai pas mal enchaîné. Mais du coup, oui, j'ai eu la chance, vu qu'on a commencé en juillet, de mettre en place à partir d'août rapidement. Ouais. Bon, top. On arrive gentiment à la fin de cette interview. Tu nous as déjà parlé de la fin de saison, on sait. On t'attend, on va pouvoir te regarder à l'Endurance Trail. Ouais. Des Templiers, comme chaque année, on en parlait encore juste avant, tu as une start list de dingue qui s'amenuise. Oui, il y a quand même du gros monde, hein, mais oui, il y a toujours un niveau sympathique. Le truc, c'est que c'est fin de saison et tout le monde te dit à chaque fois, c'est le bonus. Bah oui, c'est le bonus. Tout le monde y va. Si t'es pas blessé, t'y vas. Même si t'es un peu cramé, tu tentes en te disant on verra bien, ou t'as des profils comme moi qui se disent... c'est mon premier très long, là moi c'est mon premier 100 bornes, mais même sur le 80 il y en a qui font que du 30-50 qui se disent tous les ans je tente le 80 fin d'année pour faire un plus long, enfin tu vois, donc c'est tout le temps un peu la course bonus. Yes, donc les Templiers. Après, est-ce que tu refais comme l'année dernière tu avais fait une saison complète cross? J'avais fait juste fait le départ, j'avais voulu faire le Bretagne mais qui avait été annulé au dernier moment. Je risque de refaire que le départ parce que Glazik et que ça tombe jamais bien. Tu veux faire Glazik aussi? Ouais. Ok. Lequel? Le grand. Ok. Et du coup, forcément, ça j'y serai peut-être. Tu vas peut-être avoir une place de moins. Non, mince. mais comment? Ouais, du coup, j'aimerais bien faire le départ qui est juste à côté de la maison en plus, donc se permet de courir avec le maillot du club. Et j'hésitais avec un 10 bornes, mais il n'y a pas de 10 bornes vraiment bien rapide en début d'année, ou alors faut aller à Nice. Donc ce qui m'arrange pas trop pour un 10 bornes, quoi. Ouais, c'est un peu loin de nous pour. Donc voilà, du coup non, je pense que ça va être le départ de cross. Le Bretagne, il y a peu de chance, mais. 10 bornes, tu parles de ça, je voulais pas vraiment en parler, mais bon,
t'es en 30 minutes sur 10 bornes, donc autant dire ça court. Ouais. Je n'ai jamais vraiment fait d'officiel. T'as envie de descendre? Tu penses que tu peux descendre? Bah, oui, clairement, le but, c'est de faire moins de 30 un jour. Après, le truc, c'est que du coup, il faut trouver le bon 10 bornes au bon moment. Ouais. Et là, j'arrive pas à le caler, quoi. Ça fait des années que je regarde. Ouais. Mais il n'y a jamais de bon moment où tu te dis tiens, ce 10 bornes tombe au bon moment, je vais avoir fini un cycle vraiment de vitesse. Tu vois, là, j'en voulais un en janvier où je sais que j'aurais refait 2 mois un peu rapide. En tout cas, c'est l'idée de l'hiver, avec de la vitesse, comme ça. Et j'ai regardé, j'ai cherché partout. Il n'y en a pas un qui est pratique, qui tombe bien. Il y a Nice début janvier. Mais ça veut dire, effectivement, il faut prendre l'avion pour aller à Nice, faire un 10 bornes. Pour 30 minutes de course, c'est un peu pénible. Ouais, moi, ça m'embête un peu pour un 10 bornes. Autant pour tu vois, aller faire Nice-Baie-UTMB, ça ne me dérangerait pas pour un 100 bornes ou un 50. Oui, mais là, pour un 10 bornes, ça m'embête un peu. Et j'ai regardé en Bretagne, à Saint-Grégoire, mais qui n'est pas ultra rapide, qui est en plus le même jour que les départs, donc il ne va pas être hyper dense. Enfin, du coup, il n'y a rien qui tombe bien, quoi. Tout ce qui est après, toutes les corridas qu'on connaît, sont pas rapides. C'est pas assez rapide. Et sont pas mesurés officiellement à 10. Donc tu vois... c'est pas les bonnes périodes, oui, tout ça, là, tout ce qui se passe dans le Nord. Puis c'est pas rapide. Maintenant, c'est des corridas qui sont vraiment vallonnées. Enfin, tu vas pas pour faire un temps, quoi. Donc non, j'aimerais bien en faire un pour faire enfin dire, voilà, j'ai fait moins de 30. Oui, je pense qu'il y a moyen de faire moins de 30 ou au pire de faire 30-15, quoi. Je sais plus, j'ai fait Paimpol l'année dernière que tu as fait. Ouais. Et tu as fait 30. On fait 31-15 alors que c'est annoncé 10,2 et il y a toutes les rues en pavé, ça tourne dans tous les sens. Exactement. Le vent, la flotte, t'es en plein hiver. Là, l'hiver dernier, clairement, quand on faisait les séances, je pense que les moins de 30, c'est sûr que je les avais. Après, pour les faire, il faut une course vraiment plate, il faut de la densité. Ouais. Il faut que tu puisses t'accrocher dans un c'est ça, il faut un groupe qui soit là à faire moins de 30, parce que si tu le fais tout seul... Il y en a à Lyon aussi, je suivais des gens là sur YouTube. À Lyon, il y en avait pas mal, mais après, toi aussi, tu t'entraînes pour autre chose. Donc après, tu as la prépa qui part. Ouais. Parenthèse refermée sur le 10K. Pour te suivre, pour te suivre en tant qu'athlète, ça se passe sur les réseaux, Instagram, Strava, et puis ouais. Yes. Et pour faire appel à tes services en tant que coach, alors tu m'as dit que tu avais 15 athlètes, mais que tu limitais à ça pour le moment, mais si quelqu'un veut te solliciter, ça se passe comment? Sur Nolio, moi je travaille par Nolio, donc c'est vrai que du coup j'ai très peu de places qui s'ouvrent et je refuse systématiquement depuis quelques temps, ou en grande majorité. Et autrement, par contre, j'ai sur Nolio quelques plans en vente aussi si les gens sont intéressés sans forcément de suivi. Okay. Mais c'est sur Nolio, toute la partie entraîneur, c'est sur Nolio que ça se passe. Ils peuvent me contacter. Ça roule. Allez, dernière question. Si tu as une personne à me recommander pour passer dans le podcast à ta place, alors athlète pro, amateur, un confrère, une personnalité. Forcément, c'est. Ou plusieurs. Je conseille souvent. J'avais enregistré avec le Team Trail Finistère et j'avais aussi dit Jonathan, mais je suis obligé de redire Jonathan parce que. Okay. Parce qu'en tant que breton, toi aussi qui es breton, qui habite en Bretagne en tout cas, je pense que c'est un mec qui a une expérience et qui a un recul sur tout ce qui se passe dans le trail depuis des années qui est top, qui est intéressé par tout. C'est-à-dire que par la performance, par la préparation mentale, par la nutrition, par tout, il suit tous les résultats. Donc c'est un mec vraiment intéressant à voir. Il est pas loin en plus, je vais encore pouvoir faire une interview en vrai peut-être. Ouais, il est à Perros, donc il a eu 45 minutes de route de chez nous. Donc, non, ça vaut le coup Jonathan. Honnêtement, il est hyper intéressant comme mec, il est hyper réfléchi et tu passeras un bon moment et je pense que les gens qui écouteront apprendront des choses. Et c'est parfait, c'est noté, je vais contacter Jonathan. C'est parfait, merci pour tout Yves, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'était un plaisir d'échanger avec toi, c'était un chouette moment. En plus on était dans un bel endroit comme ceux qui peuvent voir, ça bosse encore en bas, nous on est tranquillement en train d'enregistrer pendant qu'il y en a qui bossent. Bon top, écoute, merci pour tout, on va suivre la fin de ta saison avec grand plaisir, hâte d'être au Templier dans alors quand on enregistre là, on est le 2 octobre, donc c'est dans 3 semaines, mais quand le podcast sortira, on devrait être pile poil dedans, donc ça va être cool. Trop bien. Donc bonne continuation à toi et à très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Ciao. Ciao.